Très bien. Du coup, je pense, je sais pas si Aurélie qui doit prendre la suite est déjà dans la salle d'attente. Alors juste pour resituer, elle est pas. D'accord. Donc juste pour resituer un petit peu l'intervention d'Aurélie qui va intervenir à l'instant. Vous avez entendu Ludovic ce matin, le médiateur Santé Père. Donc il vous a parlé d'un projet qui s'appelle Coopérer, qui vous a expliqué un petit peu quelle était la démarche auprès d'usagers, de définir avec eux un projet professionnel, de les accompagner un petit peu dans la structuration de leur parcours. Aurélie va surtout nous parler de ce projet un peu plus en détail et nous démontrer un petit peu quelle est l'utilité de pouvoir coopérer, d'où le titre, avec des usagers et de se mettre à un niveau d'égalité dans la mesure où on prend en considération leurs attentes et on se donne les capacités et les possibilités d'adapter un certain nombre de nos pratiques et notamment d'intervention de façon à leur permettre de cheminer et d'arriver à quelque chose qui correspond non plus à une trajectoire qui est contrainte, mais à un parcours qui est accompagné et qui est voulu. Donc j'espère qu'on va pouvoir avoir la connexion assez rapidement. Donc elle est connectée. Aurélie, est-ce que tu nous entends? Bonjour à tous. Alors, j'entendais ton introduction, Eric, effectivement, avec le témoignage de Ludovic ce matin. Donc, ça va être, je trouve ça bien l'enchaînement des deux, parce que du coup, c'est vraiment l'illustration de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que vous avez eu d'abord le témoignage, le récit de vie, puis après, on va pouvoir parler du parcours d'accompagnement. Rapidement, du coup, je suis Aurélie Saladin. Je suis à Opélia depuis 2016. J'ai un parcours plutôt issu du côté de l'économie sociale et solidaire et également des coopératives. Et aujourd'hui, j'ai deux missions. Je suis co-directrice à Opélia 44 et également coordinatrice de coop et d'un projet autour de la coopération avec les usagers. Donc, c'est plutôt sur c'est sur cette seconde mission que je prends la parole avec vous cet après-midi. Alors, du coup, pour vous présenter, donc Coopère, qui est un parcours d'accompagnement à la pérédance. Je vais rapidement en fait resituer les origines en fait du parcours parce que Coopère est issu en fait d'un projet, d'une dynamique qui s'appelle Coop. On a pu créer le parcours Coopère en 2021. Et en fait, Coop, c'est vraiment une initiative, comme je le note, qui est à l'initiative, qui est à la croisée en fait de l'économie sociale et solidaire, du monde des coopératives et d'Opélia. Alors, ça peut paraître assez étonnant de se dire que le monde des coopératives et le secteur plutôt du soin et de la dicto d'Opélia qui puissent se rencontrer. C'est vraiment toute l'innovation en fait et la plus-value de Coop. Et l'origine de Coop, c'était le souhait de pouvoir accompagner des projets d'usagers ou de salariés, que ce soit des projets individuels ou collectifs, plutôt autour de notions d'activité ou d'entrepreneuriat. Parce que des fois, l'entrepreneuriat, on a la notion de créer son entreprise, mais il y avait vraiment cette idée de pouvoir accompagner autour de projets de création d'activité, ce qui pouvait être assez éloigné pour Opélia, d'où l'envie en fait de créer un espace innovant pour pouvoir accompagner ce type de projet-là. Et du coup, le coop a été créé en association en juillet 2020. Et c'est vraiment dans cette dynamique-là que Coopère a été créé parce que lors des premières réunions qu'on a pu faire pour réfléchir autour de projets et de personnes qui amenaient des idées, très rapidement, les pairs aidants se sont saisis en fait de l'espace proposé par Coop et certains ayant soit des projets individuels et puis aussi en fait avec une démarche plus collective. Donc là, aujourd'hui, au niveau du projet Coopère, alors je vais essayer d'être assez claire et vous n'hésiterez pas à me poser des questions. C'est le parcours d'accompagnement Coopère est intégré dans un projet qui s'appelle Favoriser l'implication et la coopération avec les usagers.
qui est financé dans le cadre du Fonds de lutte contre les addictions. Et c'est un projet qu'on met en œuvre depuis 2 ans. Là, on est dans la 3e année et il va se terminer en fin d'année. Et c'est une vraie opportunité pour le parcours Coopère d'avoir ce projet-là parce qu'il a permis d'apporter effectivement une stabilité, des financements. Il a permis d'accompagner 30 pères aidants. Je reviendrai par la suite. Et aussi, en fait, qu'on puisse créer une formation père aidance. Donc, ce projet-là, il est coporté par l'association ASUD et l'association OPEA. Oui. J'ai noté les objectifs du projet, favoriser l'implication et la coopération avec les usagers, mais je vais passer rapidement sur cette slide-là parce que c'est un peu plus éloigné du parcours Coopère. Donc, sur les origines de Coopère, c'est vraiment un parcours qui a été imaginé et créé en 2021 par des pères aidants en s'appuyant sur leur propre vécu de formation et de professionnalisation. Et très concrètement, pour vous dire, en fait, on était tous assis autour d'une table et les uns après les autres, ils ont partagé leurs témoignages, leur expérience, leur poste et ils ont parlé de leur parcours, comment est-ce qu'ils étaient arrivés à ce poste de père aidant. Salvani. Pardon, je ne sais pas si vous entendez, j'ai d'autres bruits qui arrivent en même temps, mais excusez-moi. Du coup, je reprends. Donc, on est vraiment parti comment dire, des témoignages des pères aidants et on a constaté que les uns et les autres avaient un parcours pas simple. Ils étaient vraiment engagés, militants. Ils avaient pu rencontrer certaines difficultés dans leur parcours de père aidant et dans le fait d'arriver au poste. Et la réflexion vraiment collective qu'il y a eu, ça a été de se dire ce sera intéressant de construire un parcours d'accompagnement à la père aidance pour faciliter et donner des repères pour les futurs porteurs de projets. On a pensé le parcours de la façon la plus inclusive possible, c'est-à-dire qu'au départ, on partait sur l'idée de créer une formation à la père aidance, comme il peut en exister par ailleurs. Et très rapidement, on s'est rendu compte que de faire une formation, il fallait se poser la question, est-ce qu'il faut un diplôme d'entrée? Est-ce que c'est une formation à temps plein, à temps partiel? Et à chaque fois qu'on regardait le contour en fait, pour créer cette formation-là, on se rendait compte qu'on allait être discriminant et laisser un peu de côté des personnes qui n'auraient soit pas de diplôme, le niveau de diplôme requis, soit qui auraient des difficultés pour participer à la formation. Et c'est pour ça qu'on est parti vraiment sur un parcours individualisé pour pouvoir s'adapter aux besoins de chacun. Et puis, en se disant qu'il ne faut pas oublier que l'objectif principal de la père aidance, c'est de valoriser en fait les expériences de chacun et le parcours de chacun. Donc vraiment, en se disant qu'il faut pouvoir créer un espace et aller à la rencontre du porteur de projet de père aidance et de vraiment pouvoir adapter et lui proposer ce qui va permettre j'ai noté le mot de sublimer, c'est ce qui m'est venu, ce qui va permettre de sublimer son propre parcours. Parce que plus on avançait, plus on s'est rendu compte qu'il n'y a pas qu'un seul type de père aidance. Il y a pas mal de différentes formes d'intervention de père aidance et que l'idée, c'est vraiment de partir de là où en est la personne, de ce qu'elle a envie de mettre en avant et comment est-ce qu'elle a envie de travailler par la suite. Donc, Coopère, c'est un accompagnement qui se décline de façon individuelle et collective. Du coup, je réalise cet accompagnement et également avec Nicolas Chotin, qui coordonne avec moi le parcours. Je ne sais pas comment vous voulez procéder, si je vais jusqu'au bout et puis les questions seront à la fin, c'est ça? Oui, tu peux dérouler un petit peu et puis si on voit qu'il y a des questions, ouais. Je suis vigilante. S'il y a des mouvements, je Ok. passerai la parole. D'accord, très bien, merci. Donc, de toutes ces réflexions-là qui sont à la base de Coopère, on en est arrivé à construire un parcours en se disant il faut qu'il y ait un triptyque en fait, au niveau du parcours. Des formations, des stages et du tutorat. Alors, par rapport aux formations, on est plutôt parti sur des formations
courte, adaptée et avec effectivement un fort partenariat avec OCF, donc qui est un organisme de formation, Opélia Conseil et Formation, qui propose déjà pour des salariés dans le secteur de l'addiction des formations, formation de base en addiction, formation par exemple réduction des risques, des formations psychotrauma et addiction, psychiatrie addiction, enfin voilà, un certain nombre de choses. Et en fait, on s'est rendu compte que le catalogue qui était développé par OCF pouvait venir vraiment en appui et apporter des connaissances qui pouvaient manquer ou venir conforter des connaissances. Et c'est aussi sur cet aspect de formation, je déroulerai par la suite, où on a pu créer en fait une formation de 5 jours qui est composée en 3 modules, vraiment centrée sur la pérédance, formation à la pérédance. Des stages, alors là, c'est vraiment des stages à but d'observation et d'immersion. Les objectifs de ces stages-là, c'est vraiment, encore une fois, en partant du projet de la personne, de ce qu'elle a envie de mettre en œuvre pour demain, de voir dans quel établissement, dans quel service est-ce qu'il serait intéressant qu'elle fasse des stages d'observation. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est des stages où il n'y a pas d'enjeu de production, il n'y a pas d'attendu de faire. C'est vraiment de l'observation parce que quelquefois, ce n'est pas simple de pouvoir définir en fait son projet et de se représenter en fait les différents espaces où on pourrait être amené à exercer. Pour certains des stagiaires de Coopère, ça peut être aussi l'occasion de retourner dans des services qu'ils ont pu connaître en tant que patients. Par exemple, je ne sais pas moi, un service à gestion hospitalière, et de voir quelque part un petit peu l'envers du décor, de se réapproprier en fait cette expérience-là. Donc voilà. Et puis au niveau du tutorat, il est vraiment au cœur en fait du parcours où on s'appuie fortement sur le collectif Hors Pair, qui est un collectif de pairs aidants, coordonné et géré par des pairs aidants qui se réunit une fois par mois, plutôt en visio. Et donc, en fait, les personnes qui intègrent le parcours Coopère ont accès à ce collectif-là. Et pendant ce collectif-là, c'est le principe de l'intervision. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont en poste, ceux qui sont en cours de projet, et de parler soit de situations qu'ils ont pu vivre, de questionnements, d'envie, enfin, différentes choses comme ça. Et puis, en plus, on organise des journées de regroupement tous les 2 mois, où sur une journée, on va utiliser, par exemple, la méthodologie d'accompagnement de projet autour du co-développement, où on est vraiment sur cette idée d'être sur un groupe de pairs et chacun notre tour, parce que je peux me mettre dans cette dynamique-là aussi. On est soit apporteur de projet et du coup, l'ensemble du groupe va venir en appui sur un rôle qu'on appelle consultant dans la notion de co-développement. Et puis après, les rôles peuvent changer. Donc vraiment, cette dynamique de tutorat, elle est importante. Au tout départ du projet, on l'avait pensé aussi, où un père aidant en poste aurait pu être le tuteur en fait, des stagiaires de Coopère. Mais en fait, rapidement, on s'est rendu compte que ça allait reposer sur quelques pères aidants en poste et ça allait faire beaucoup pour une seule personne. Donc, c'est pour ça qu'on a mis aussi du tutorat collectif. Alors, au niveau du parcours, sur les différentes étapes du parcours, alors déjà dans la présentation, on a souhaité, au tout début, on l'avait représenté en fait sur une flèche un peu linéaire. Et donc, on a plutôt eu envie de représenter le parcours comme un vortex en fait de progression. Parce que la notion linéaire, on trouvait que ça amenait une certaine rigidité, alors qu'on est vraiment dans l'adaptation de chacun. Je reviendrai après sur la question de la temporalité du parcours, mais on est par exemple sur une entrée et une sortie permanente adaptée à chacun. Alors du coup, la première étape, c'est un entretien préalable qui a lieu avec soit Nicolas, soit avec moi, où lors de cet entretien-là, effectivement, on représente en fait le parcours et puis où chacun en fait présente son projet. Là, ça permet en fait, c'est vraiment un premier entretien d'interconnaissance.
Ensuite, la seconde étape, on est à l'endroit de la validation et de la faisabilité. Donc, il y a toujours un laps de temps entre les deux entretiens. Et dans notre méthodologie, en fait, on laisse la personne revenir vers nous si le parcours leur correspond ou pas. Parce que, voilà, il peut ne pas correspondre. Par exemple, quelqu'un qui a vraiment l'envie d'une formation certifiante ou autre, peut ne pas se retrouver dans le parcours coopère. À l'étape de la validation et de la faisabilité, c'est deux choses. C'est autour en fait de la validation, permettre à certains, par exemple, de rencontrer, de faire des interviews de père aidant en poste. Parce que quelquefois, on a une idée un peu idéalisée de la père aidance. Et d'aller à la rencontre avec des père aidants qui sont en exercice, ça peut permettre de rencontrer des situations réelles. J'allais dire le principe de réalité, je ne sais pas s'il y a vraiment un principe de réalité, mais en tout cas, voilà, d'échanger et d'aller sur le réel. Et au niveau de la faisabilité, aujourd'hui, le parcours coopère, il n'ouvre pas à une rémunération ou à une indemnité comme un stagiaire de formation. Donc, on a un travail où on accompagne la personne sur la question des ressources et éventuellement de mettre les personnes qui souhaitent rentrer dans le parcours, si elles n'ont pas de ressources, en lien avec des professionnels qui pourront les accompagner. Ensuite, l'étape suivante, c'est toute l'élaboration du parcours. Donc là, c'est comment est-ce qu'on choisit les formations, les stages. On n'est pas obligé de tout faire d'un bloc, mais il y a des grandes orientations en fait, qui commencent à se mettre en œuvre. Sur la recherche de stage, les stagiaires sont très autonomes parce qu'en fait, tout le parcours coopère, c'est une mise en mouvement. Et en fait, chaque étape participe en fait de la formation. Forcément, avec Nicolas, on peut être en appui également. Mais donc voilà, c'est dans quelle structure, c'est quoi mes objectifs hein, enfin voilà, tout ce qui est à travailler. Donc là, après, on a une étape où on valide et il y a une signature, on signe la convention d'engagement. Ensuite, il y a tout l'accompagnement en cours de parcours avec le démarrage des formations, des stages. Et puis, pendant l'accompagnement, on fonctionne, enfin, voilà, on est très régulièrement en lien avec les pères aidants. Et puis, comme je vous le disais, en fait, avec des temps de regroupement. Et là, on arrive en fait ce qu'on pourrait nommer la fin du parcours, même si vous avez vu, en fait, il n'y a pas forcément de fin, mais l'évaluation, c'est qu'il y a un oral à présenter où chacun va présenter son projet de pérédance. Parce que, comme je le disais au début, c'est pas une pérédance, c'est pas un carcan, c'est pas quelque chose d'enfermé, c'est chacun peut définir son propre projet de pérédance. Cette définition, elle peut se faire soit au regard des publics, c'est-à-dire certains ont envie de plutôt intervenir auprès de jeunes, auprès de publics précaires, auprès, voilà. Ça peut être sur des modalités d'intervention aussi. Là, par exemple, on est en train de voir se dessiner des envies de devenir formateur. C'est un vrai changement de paradigme et on le fait déjà à OCF et à d'autres endroits où ce sont des pères aidants qui viennent à la rencontre d'équipes de professionnels et pour les soit sensibiliser, les former. Donc voilà, je présente mon projet de père aidance et en reprenant voilà, tout mon parcours, comment j'ai cheminé et aujourd'hui, quel père aidant est-ce que j'ai envie de devenir. Et quand le parcours est validé, il y a la remise d'une attestation de parcours qui aujourd'hui n'est pas certifiante, pas diplômante. Peut-être demain, voilà, ça ferait partie des axes. Et puis l'idée en fait, c'est que après, c'est que ceux qui ont participé en fait à Coopère continuent de participer à la dynamique du collectif hors pair, la dynamique de tutorat, et vraiment d'étoffer en fait au niveau des pères aidants et de créer des collectifs. Alors, sur la formation spécifique qui a été créée Père Aidance, du coup, on a créé cette formation-là sur 5 jours. Elle est découpée en fait en 3 modules. Le premier module de 2 jours où on revient vraiment sur les origines de la Père Aidance et on travaille tous ensemble sur qu'est-ce que le rétablissement. Donc, voilà, c'est vraiment faire culture commune et puis donner des premiers éléments de repères et de réflexion autour de la Père Aidance et du rétablissement. Le deuxième module, on le travaille, alors je l'ai intitulé témoignage, on est autour de la question aussi du récit de vie. C'est-à-dire que souvent, la pérédance, quelquefois, le premier réflexe qu'on va avoir, ça
de faire venir un père aidant en fait, pour qu'il puisse témoigner de son parcours de vie. Et tout le travail qu'on fait en fait avec les stagiaires, c'est de se dire, bah ouais, mais ce témoignage-là, ils en restent acteurs, ils ont un pouvoir d'agir dessus. Et donc, du coup, c'est comment est-ce que pour moi, je revisite mon histoire et je vois ce que je partage, ce que je n'ai pas envie de partager, et puis aussi comment j'ai la capacité d'adapter mon témoignage en fonction de ce qui peut être attendu. Et puis le troisième module, voilà, on l'a nommé plutôt dans la posture de père aidant, c'est on va travailler tout ce qui est autour de la communication, du travail en équipe. Et puis, on va aller aussi sur des outils soit d'accompagnement individuel, soit des outils d'accompagnement collectif. Sur un premier bilan qu'on peut faire, donc, dans le cadre du projet, donc, je vous parlais là, favoriser l'implication et la coopération avec les usagers. Le bilan, c'est que déjà, on avait un objectif de pouvoir accompagner 30 personnes dans le cadre du projet. Les 30 personnes sont atteintes, enfin, voilà. Et même là, à l'heure actuelle, on a aujourd'hui des nouvelles demandes et aujourd'hui, voilà, on se pose la question de comment inclure les personnes parce qu'on a atteint les objectifs. La durée d'un accompagnement dans le cadre du parcours, on est à peu près, j'ai une coquille, 18 mois en moyenne. Il y en a certains pour qui ça va être plus court, d'autres pour qui ça va être plus long. Et ça revient au tout début, ce qu'on vous disait, c'est qu'on n'impose pas de durée. On a pu avoir certains perdus de vue, c'est vraiment pas la majorité, mais on s'adapte à la temporalité, c'est-à-dire que quelquefois, pour certains, ils vont mettre un petit peu à distance le parcours, puis revenir. C'est vraiment l'idée de pouvoir s'adapter en fait, à leurs besoins. Donc voilà, et puis les 6 regroupements collectifs, et aujourd'hui, on est à la 2e formation pérédance réalisée. Donc pour demain, on se rend compte que Coopère commence à être bien identifié. Comme je vous le disais, on a de plus en plus de demandes. C'est beaucoup le bouche à oreille qui fait parce que on n'a pas forcément une stratégie de communication très développée. Et on se pose quand même la question de demain, comment est-ce que l'on fait, quand le projet va s'arrêter. Et je pense que ça va être vraiment le thème à travailler pour le dernier trimestre de cette année-là, parce qu'on voit que le parcours tel qu'il a été pensé, il répond vraiment à des besoins et qu'il est pertinent en fait à l'endroit de l'accompagnement de père aidant. Voilà. Merci Aurélie. Bravo. Merci à vous. Merci pour ta présentation très claire de ce dispositif, de l'intérêt qu'il porte pour les personnes accompagnées et puis pour les professionnels qui du coup peuvent s'appuyer sur des personnes relais. Est-ce que donc il y a des questions, des réactions? Oui. Bonsoir Aurélie. Juste une petite question, donc toujours au niveau du coût. Ça coûte combien et qui est-ce qui paie? Est-ce que c'est le père aidant en formation? Est-ce que c'est la collectivité? Qui est-ce qui paie? Et puis, est-ce que vous avez déjà, parmi les 30 personnes ou les 2 formations données, est-ce que vous avez déjà travaillé avec la Martinique? Parce que je sais que depuis 2018, un petit peu, on essaie effectivement de mettre en tout cas cette notion de père aidance dans l'ADN de la population et des professionnels. En tout cas, moi, j'ai un peu de mal à faire prendre. Donc, si vous voulez venir nous aider, pas de problème. Merci pour votre question. Alors, sur le coût, en fait, comme je vous expliquais, le parcours Coopère, on a eu la chance de pouvoir l'intégrer dans le projet Favoriser l'implication. Et donc, dans le cadre de ce projet-là, les coûts pédagogiques sont pris en charge et a même été pensé une enveloppe de 1 000 € pour pouvoir prendre en charge les frais de déplacement des stagiaires autour des formations et des stages. Donc, effectivement, pour le moment, tant qu'on est dans le projet, cette question ne se pose pas, mais elle viendra effectivement à se poser pour l'avenir. Après, quoi qu'il arrive, il paraît compliqué
par rapport au projet Coopère tel qu'on l'a pensé, de se dire que ça va être les pères aidants qui vont supporter le coût. Au regard des situations qu'on accompagne, ça paraît pas pertinent. Mais c'est effectivement une question qui est à se poser. Et puis, par rapport à la Martinique, avec plaisir, on travaille actuellement, en fait, on a des personnes de La Réunion qui ont intégré le parcours. Faut savoir qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on peut faire à distance. Les accompagnements individuels se font tous, en fait, à distance, parce que, juste par exemple, là, moi, je suis dans le 44 à côté de Nantes et on accompagne Ludovic, par exemple, et que vous avez vu ce matin, il est assez loin. Donc, on fait beaucoup les entretiens individuels par téléphone ou en visio. On adapte aussi les regroupements qui peuvent se faire en visio également. Après, voilà, sur certains comment dire, par exemple, des journées de formation, des choses comme ça, on peut envisager sur place. Mais oui. Et dans votre question, je ne sais pas si j'ai forcément bien compris, mais vous me disiez que vous portiez ça depuis quelques années et que ce n'était pas forcément simple de faire bouger les lignes du côté des professionnels. Dans le cadre du projet, on a mis aussi en place des sensibilisations où on va à la rencontre d'équipes et d'usagers. Ces sensibilisations, c'est un temps où déjà, c'est équipe et usagers, et du coup, c'est co-animé avec des pairs aidants et on travaille autour de la question des droits des usagers, de qu'est-ce que la coopération, quand est-ce on est dans la collaboration, la coopération, c'est quoi? Et cette sensibilisation-là, elle est sur 2 jours, et la dernière demi-journée, on l'ouvre en un espace en disant: «OK, pour vous demain, la coopération avec les usagers, ce serait quoi?» Et d'être déjà dans un premier espace où on va expérimenter la coopération tous ensemble, où on va travailler ensemble à trouver une idée de projet et comment est-ce qu'on le mettrait en œuvre demain. Donc ça, c'est une action qui peut effectivement se faire, et on a travaillé avec plusieurs intervenants, et on est intervenu dans 9 établissements, et c'est vraiment ouais, une modalité d'intervention qui fonctionne bien sur cette thématique de travailler sur les représentations, la sensibilisation, et comment est-ce qu'au travers de la sensibilisation, on va déjà expérimenter la coopération avec les usagers. Si Aurélie. Ah, encore une question. Du coup, est-ce que parmi les partenaires, vous travaillez aussi, vous faites de la sensibilisation auprès des CLSM, donc des contrats locaux de santé mentale? Nous, on a pu ouvrir le 2e en Martinique, et c'est vrai qu'on a besoin en tout cas de ressources, on va dire individuelles, de personnel pour effectivement apporter le message auprès de la population. Ouais. Tu réponds, Aurélie? On se complète? Oui. Ah, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Non, je te disais, je te laisse répondre, peut-être je te compléterai. D'accord. Sur l'expérience par rapport au CLSM, l'expérience qu'on peut avoir, c'est la participation, en fait, de pairs aidants dans des espaces de travail sur les CLSM. Pour, encore une fois, ils apportent des éléments de témoignage, des éléments aussi. Alors là, dans les expériences auxquelles je fais référence, c'était des pères aidants qui étaient issus des territoires des CLSM. Donc, ils avaient aussi une parole où ils témoignaient de leur propre parcours de soins, en fait, sur le territoire. Mais c'est vrai que dans ces espaces-là, vraiment la parole en direct, en fait, des pères aidants et le témoignage, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Oui, et qui doit être accompagné. C'est-à-dire que, alors, moi, du coup, j'interviens avec ma casquette de responsable à OCF, Palier à conseil et formation, et du coup, partie prenante de ce projet. C'est vrai que les réponses qu'on a pu mettre en place en termes de formation, d'action, pour que ce soit très concret, c'est vraiment dans un processus et dans quelque chose qui n'était pas des réponses ponctuelles. C'est quelque chose qui s'est inscrit dans le temps, qui a permis de sensibiliser les équipes, les pairs aidants, les accompagner en individuel, en collectif, de se revoir sur des sujets plus spécifiques, de travailler sur le témoignage, enfin tout ce que vous présentez, Aurélie. Et je pense que
sur les territoires, quels qu'ils soient, que ce soit la Martinique ou d'autres. On a travaillé avec Saint-Pierre-et-Miquelon aussi. L'idée, c'est vraiment que ce soit très adapté et de ne pas coller les projets d'un territoire à l'autre sans les penser avec les personnes parties prenantes. Et donc, de prendre le temps du diagnostic pour pouvoir proposer des formations, mais pas que, pour que ça puisse vraiment être approprié par les personnes qui mettront en place ensuite les actions. Oui, moi, c'est Eric, Aurélie. Merci pour ton intervention. Moi, j'aurais souhaité poser une question, enfin 2 questions. La première, pour rebondir sur ce que vient de dire Corinne, adaptation au territoire. Est-ce que ça veut dire que, à l'issue du bilan qui est positif, vous avez pu quand même, vous avez dû éventuellement réadapter un certain nombre de choses dans le parcours de formation? Et est-ce à dire que vous avez aussi l'agilité, la flexibilité de pouvoir adapter ce parcours de formation en fonction des territoires, comme l'a laissé entendre Corinne? Oui. Oui, vraiment. Enfin, de toute façon, j'ai envie de dire que l'adaptation, j'ai utilisé le terme d'individualisation tout à l'heure, mais l'adaptation, c'est vraiment au cœur en fait de Coopère et ça fait partie de l'ADN. Et effectivement, comme le disait Corinne, c'est-à-dire que le constat qu'on a fait assez rapidement, c'est une fois qu'on avait créé le parcours Coopère, ça a été de se dire, mais on ne peut pas que agir à l'endroit des pères aidants d'un point de vue individuel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander que aux pères aidants de se former, de s'adapter, etc. Il faut aussi aller agir en fait à l'endroit du contexte. Et comment est-ce qu'on crée un environnement favorable? C'est vraiment le terme qu'on utilise. Et cet environnement-là, effectivement, tu viens pas avec un plan d'action petit A, petit B, petit C. C'est vrai que l'exemple que donnait Corinne à Saint-Pierre-et-Miquelon, bah, effectivement, on y est allé sur une semaine à la rencontre et tu viens pas copier-coller des actions. On commence à identifier des effets de levier. Et par exemple, tout à l'heure, quand je disais que les sensibilisations qui étaient faites en direction des équipes, aujourd'hui, on demande à ce qu'il y ait des usagers présents à ces sensibilisations-là, et voire même de demander à ce qu'il y ait autant d'usagers que de professionnels. C'est parce qu'on a vraiment identifié que c'était un effet de levier et un effet en fait, de transformation. Mais oui, vraiment, l'adaptation, c'est partie intégrante en fait de ce qu'il faut mettre en place. Si on ne le fait pas, forcément à un endroit ou à un autre, ça va coincer. Et potentiellement, on peut aussi se dire qu'un père aidant qui va intégrer une équipe, souvent, il va se retrouver seul, père aidant. Donc voilà, et donc il y a un risque d'isolement, etc. Et ça peut mettre en difficulté. D'autres questions, remarques Non, je crois que tout le monde est convaincu. Merci Aurélie. Merci de ton intervention. Merci à vous.